J'ai toujours été la discrète, la fiable, celle qui disparaît dans le décor comme un vieux papier peint dans l'histoire de ma propre famille. Enseigner l'histoire à Fort Collins remplit mes journées, corriger des copies, siroter un café tiède, écouter des ados se disputer sur des dates et des noms. J'aime cette routine, elle me stabilise. Mais au fond, je me suis souvent demandé si j'étais plus que la bonne vieille Camille. Mes parents me voyaient comme leur fille sur qui on peut toujours compter. Papa, avec ses règles strictes, et maman, douce mais distante, disait toujours que c'était moi qui tenais la famille debout. Mon petit frère, Chase, était différent, l'enfant prodige, avocat à Colorado Springs, avec un sourire capable de conquérir n'importe qui. Maman, à moitié Lakota, avait enfoui cette partie d'elle-même. Ce n'est que de l'histoire, Camille, disait-elle, sa voix se refermant comme une porte verrouillée. Je n'ai jamais insisté, trop peur de réveiller quelque chose de douloureux. J'ai passé ma vie à arrondir les angles, à préserver la paix, même quand mon cœur n'était qu'un nœud serré. À 39 ans, je pensais savoir qui j'étais, une professeure, une fille, une médiatrice. Mais c'était avant que tout change. Avant que je comprenne à quel point je connaissais mal ma famille, moi-même et l'héritage qu'ils m'avaient laissé. Le téléphone a sonné à l'aube, brisant mon sommeil. La voix d'un policier, froide et sèche, m'a annoncé la nouvelle, vos parents, un accident de voiture. Ils n'ont pas survécu. Je suis restée figée, le tic-tac de l'horloge de la cuisine martelant mes tempes. Les jours suivants ont été flous, organiser les funérailles, signer des papiers, appeler les proches, pendant que Chase était à peine présent. Il est apparu une fois, costume noir impeccable, a offert des condoléances rapides avant de disparaître. Je suis débordée, Camille, m'a-t-il écrit. J'ai ravalé ma peine et j'ai continué. Chez le notaire, l'air sentait le papier jauni et la cire. Assise en face de Chase, dont le visage était impassible, j'écoutais les lunettes du notaire glisser le long de son nez. Sa voix monotone lut le testament, la maison de Colorado Springs, ainsi que tous les biens personnels, revenaient à Chesulbrook. Chase hocha la tête, comme si c'était normal. Puis vint mon tour, une cabane dans le Wyoming, sans valeur estimée, d'une importance familiale pour Camille. Une cabane délabrée au milieu de nulle part. J'ai fixé Chase, attendant, une explication, un regard. J'imagine que papa et maman savaient que tu aimais les endroits tranquilles, dit-il, sur un ton presque condescendant. Ces mots m'ont transpercé, aussi tranchant qu'une lame. Serrant un mouchoir froissé, la poitrine oppressée, je me suis demandé pourquoi mes parents pensaient qu'un tas de bois pourri était tout ce que je méritais. De retour dans mon appartement, le silence était assourdissant. Ellie, mon compagnon, faisait les 100 pas dans le salon, sa bouteille de bière cognant contre la table basse. Ils t'ont roulé, Camille. Pourquoi tu ne te bats pas? Sa voix était forte, pleine de frustration. J'ai tenté d'expliquer que je ne voulais pas d'un conflit, pas maintenant, pas avec le chagrin qui m'étranglait, mais Ellie ne voulait rien entendre. Tu laisses tout le monde te marcher dessus. J'ai besoin d'une femme qui sait se défendre. La porte a claqué derrière lui, le bruit résonnant comme un coup de feu. Je suis restée là, seule, fixant une photo de famille sur l'étagère, le sourire doux de maman, la mâchoire sévère de papa, le sourire facile de Chase, et moi, à moitié cachée dans un coin. Toute ma vie, j'ai été celle qui tient tout ensemble, qui reste en retrait. Mais maintenant, avec papa et maman disparus, Chase qui prenait tout, et Ellie qui me tournait le dos, je sentais que je me désintégrais. Cette cabane dans le Wyoming, ce tas de planches sans valeur me hantait. Pourquoi me l'avait-il laissé? Quelle signification familiale pouvait-elle avoir? J'ai attrapé mes clés de voiture, les mains tremblantes. Peut-être que cette cabane détenait des réponses. Peut-être qu'il était temps de découvrir ce que mes parents voyaient en moi ou ce qu'ils ne voyaient pas. Le trajet vers le Wyoming ressemblait à une fuite, sans que je sache vraiment de quoi, Chase, Ellie, ou se vide dans ma poitrine. L'autoroute s'étendait à perte de vue, les buissons de sauge défilant à la fenêtre, le bourdonnement de ma vieille berline pour seule compagnie. Je serrais le volant, la clé de la cabane pendant à son anneau rouillé. Quand j'ai atteint le chemin de terre, la poussière s'est soulevée sous mes pneus, et la cabane est apparue, un amas de rondins affaissés, le toit à moitié effondré, les fenêtres opaques de crasse. Je suis sortie, l'air piquant sentant le pain et la moisissure. La porte grinça, protestant lorsque je la poussai. À l'intérieur, l'odeur du bois pourri m'a saisi, et chaque pas faisait gémir le sol comme s'il refusait ma présence. La poussière flottait dans les rayons de lumière, se déposant sur une chaise cassée, une lampe fissurée. Voilà mon héritage. J'ai passé mes doigts sur une table éclatée, me sentant plus perdue que jamais. Papa et maman pensaient que cet endroit était pour moi, mais debout là, je me sentais comme une étrangère dans leurs souvenirs.
Et pourtant, quelque chose bougeait à un léger appel, comme un murmure que je n'arrivais pas à saisir. Je me suis laissé tomber au sol, le visage de mes parents surgissant dans mon esprit, leur voix désormais muette. Cette cabane était tout ce qu'il me restait d'eux. Je devais comprendre pourquoi. J'ai commencé à nettoyer, plus pour occuper mes mains qu'autre chose. Le balai raclait le sol, soulevant des nuages de poussière qui me faisaient tousser. J'ai tiré une étagère effondrée loin du mur, le bois se désintégrant sous mes doigts. En la déplaçant, un bruit sourd, creux, a résonné derrière. Je me suis figé, le cœur battant à tout rompre. J'ai poussé plus fort, et une partie du mur s'est dérobée, révélant une porte cachée, ses gonds rouillés bloqués. En forçant, j'ai réussi à l'ouvrir, le grincement du métal déchirant le silence. À l'intérieur se trouvait une petite pièce, pas plus grande qu'un placard, éclairée par un mince filet de lumière. Ma respiration s'est coupée. Là, sur une étagère en bois, reposait une coiffe à plumes, ses plumes d'aigle encore douces et fières. À côté, un tambour, sa peau tendue malgré les années. Des mocassins perlés, une poterie gravée de spirales, un fagot de sauge, tout était intact, comme s'ils avaient attendu. Dans un coin, un journal en cuir reposait à moitié enseveli sous la poussière. Je le dépoussiérai, le cuir froid sous mes doigts. Le nom sur la couverture me coupa le souffle, Thomas Blackelk, le père de ma mère. Je ne l'avais jamais rencontré, j'avais seulement entendu les récits vagues de maman à propos d'un homme qui vivait trop dans le passé. J'ouvris le journal, ses pages craquant sous mes mains, et je découvris des mots mêlant l'anglais et l'écriture Lakota. Ce n'était pas juste une cabane, c'était un secret. Je m'assis près de la fenêtre, le journal sur les genoux, tandis que le vent sifflait à travers le toit troué. Les mots de mon grand-père s'écoulaient, clairs et réguliers, comme s'il me parlait directement. Il écrivait sur les familles Lakota forcées de quitter leurs terres, sur les objets sacrés cachés aux mains du gouvernement. Ils ont pris nos collines, nos rivières, mais pas notre esprit, avait-il écrit. Une entrée me frappa en plein cœur. À ma petite fille, que je ne connaîtrai jamais d'un jour, tu sentiras un vide là où devraient être tes racines. Suis ce vide jusqu'à la maison. Mes yeux me piquaient. Maman n'avait jamais parlé de ça, ni du couvre-chef, ni du tambour, ni du combat de son père. Je passai mes doigts sur les mots en Lakota, maladroit, souhaitant pouvoir les comprendre. Le tambour semblait émettre un léger bourdonnement, ou peut-être était-ce mon imagination. Je pensais à maman, à la façon dont elle se détournait chaque fois que je lui posais des questions sur nos origines, sa voix devenue brusque, « Laisse tomber, Camille. » Avait-elle su pour cette pièce cachée? L'avait-elle dissimulée, ou avait-elle voulu l'oublier? Je refermai le journal, les mains tremblantes. Pour la première fois, je me sentais proche d'elle, de lui, de quelque chose de plus grand que moi. Cette cabane n'était pas vide, elle portait le passé de ma famille, un passé que je commençais tout juste à comprendre. Le silence dans la cabane était devenu plus lourd depuis que j'avais découvert la pièce secrète. Je ne pouvais pas m'empêcher de toucher le journal, le cuir devenu doux à force d'être manipulé. J'avais besoin de réponses. Alors, j'appelai Dr. Marlene Eagleton, historienne Lakota à l'université du Wyoming. Sa voix crépitait dans le téléphone, chaleureuse mais ferme, tandis que je lui décrivais le couvre-chef, le tambour, la poterie. Elle arriva dès le lendemain, sa longue natte argentée brillant sous le soleil. Elle entra dans la pièce cachée, ses bottes résonnant doucement sur le sol grinçant, et elle poussa un cri de surprise. « Camille, dit-elle, les yeux grands ouverts, ce sont des objets sacrés. Les perles, les plumes d'aigle. Ce ne sont pas juste des artefacts. Ce sont nos racines, notre histoire. » Elle passa sa main sur le tambour, dont la peau murmura sous ses doigts. Elle en estima la valeur des millions, peut-être, mais sa voix se raffermit aussitôt. Ils doivent rester avec les Lakota, pas derrière la vitre d'un musée. Je hochai la tête, mais mon estomac se noua. Des millions. Moi, simple professeur, vivant au jour le jour. Cet argent pourrait tout changer. La nouvelle se répandit vite, trop vite, dans le réseau universitaire. Les journalistes commencèrent à appeler, leurs messages s'empilant sur ma boîte vocale, bourdonnant comme des mouches impossibles à chasser. Je restai assise près de la fenêtre cassée de la cabane, le vent sifflant, le regard perdu sur le journal. Les mots de mon grand-père résonnaient encore, « Suis ce vide jusqu'à la maison. » Mais, c'était où, la maison? Je n'en étais plus si sûre. Le crissement de pneus sur le gravier me tira de mes pensées. Le SUV noir brillant de Chase se gara, contraste absurde face à la décrépitude de la cabane. Il sortit, ses chaussures impeccables paraissant ridicules sur le chemin de terre, et frappa sèchement à la porte. J'ouvris, les gonds grinçants,
et il m'adressa son sourire d'avocat. « Camille, il paraît que tu as trouvé des vieilleries, dit-il d'une voix lisse mais agaçante. Il entra, ses yeux attirés immédiatement vers l'entrée de la pièce cachée. « Faisons simple, poursuivit-il en s'appuyant sur la table fendue. Je t'échange la maison de Colorado contre cet endroit et tout ce qu'il contient. Tu es prof, pas historienne. Tu n'as pas besoin de ça. » Mes mains se crispèrent. La maison, celle de nos parents, pleine de souvenirs. L'offre était tentante. Chase continua, ses mots aussi tranchants que du verre. « Allez, tu n'es pas taillé pour ça. Laisse-moi gérer. » Je pensais à sa grande maison, à sa vie facile, à comment il avait toujours eu le meilleur de tout. Dans la pièce cachée, le tambour semblait vibrer, ou alors c'était mon propre cœur. Je voulais lui hurler qu'il ne comprenait rien, mais ma gorge se serra, et je restai figé, le plancher craquant sous mes pieds. Chase partit avec un sourire en coin, son moteur rugissant tandis qu'il s'éloignait. Je m'effondrai au sol, le journal sur les genoux, me sentant plus petite que jamais. Cette nuit-là, la cabane me sembla étouffante, presque oppressante. Je tournais en rond, mes pas résonnant sur les lames de bois tordues. Je saisis mon téléphone, le pouce hésitant au-dessus du numéro d'Ellie. Peut-être qu'il avait raison. Peut-être que j'étais trop faible pour me battre. Je composais. Sa voix était rauque quand il répondit. « Camille, ça va ?» Je marmonnais à propos des artefacts, de l'argent, de la cabane. Il s'adoucit, laissant entendre qu'on pourrait repartir de zéro, si je vendais tout. Je raccrochai, le cœur battant à tout rompre. C'est alors que je tombais sur la carte d'un conservateur de musée dans mes emails, laissée par un journaliste. Je la pris en main, le papier rigide, comme la promesse d'une vie sans dette, sans galère. Je pourrais vendre le couvre-chef, le tambour, et tourner la page. Le journal de mon grand-père était ouvert sur la table, ses pages frémissant dans le courant d'air. Je lus un passage datant de l'époque des déplacements forcés. Il avait refusé de l'or pour ces mêmes tambours sacrés. « Ce ne sont pas des biens à vendre », avait-il écrit. « Ils sont notre âme. » Mes mains tremblaient. J'allumai une allumette, la flamme sifflant, et je regardais la carte du conservateur se consumer, ses bords noircissants, se recroquevillant. La fumée me piquait les yeux, mais je me sentais soudain plus légère. Je appelai Dr. Marlene, ma voix ferme pour la première fois. Je veux protéger ça, pas en tirer profit. Le silence de la cabane était différent maintenant, comme si elle écoutait, et approuvait. Le lendemain, assise sous le porche branlant, Dr. Marlene et moi respirions l'odeur de la sauge qu'elle avait apportée. Ses bottes traçaient des sillons dans la poussière pendant que je lui exposais mon idée, transformer la cabane en centre culturel Lakota, un lieu pour des cours de langue, de perlage, de guérison, de transmission des histoires. « C'est audacieux, dit-elle, sa natte d'argent captant la lumière, mais c'est juste. » Nous roulâmes jusqu'au centre communautaire pour rencontrer les aînés Rose White Deer et Thomas Red Oak, dont les voix résonnaient dans la grande salle. Rose, ses mains noueuses comme des racines, prit les miennes, ses yeux profonds et bienveillants. « C'est ce que ton grand-père voulait, dit-elle en hochant la tête vers le journal que je tenais. Thomas, sa voix grave, proposa d'enseigner la fabrication de tambours. Leur confiance me serra le cœur comme si, enfin, j'appartenais à quelque chose de plus grand. De retour à la cabane, à la lueur de la lanterne, je griffonnais des plans, la mèche sifflant doucement. J'imaginais des enfants apprenant des mots en Lakota, des aînés racontant des histoires, le couvre-chef à l'abri, non vendu. Pour la première fois, je sentis la présence de maman, comme si elle m'observait, fière. Je n'étais pas seulement en train de sauver la cabane, j'étais en train de construire un foyer. Pour mon peuple. Pour moi. Chase ne lâcha pas si facilement. Une semaine plus tard, une lettre arriva, son enveloppe rigide me coupa le pouce en l'ouvrant. Il me poursuivait en justice pour demander la copropriété, affirmant que le testament était vague, que la cabane avait été sous-évaluée au moment de la mort de nos parents. Mon estomac se noua, le papier craquant dans mes mains. J'entendis sa voix dans ma tête. « Tu n'es pas faite pour ça. » Il avait engagé un avocat prétentieux qui m'appela, son ton mielleux, me suggérant de régler à l'amiable pour éviter l'embarras. Chase sema aussi des rumeurs, murmurant aux journalistes que j'étais instable, influençable. Je tournais en rond dans la cabane, le plancher grinçant sous mes pas, le doute s'insinuant comme l'humidité à travers les murs. J'avais toujours été la discrète, celle qui s'efface. Et s'il avait raison? Et si je perdais tout l'héritage de mon grand-père, la confiance des anciens? Le tambour dans la pièce cachée semblait silencieux maintenant, son bourdonnement envolé. Je serrai le journal contre moi, mes doigts suivant ses bords usés,
mais mon cœur vacillait. J'étais dépassée, comme je l'avais toujours été. Le vent hurlait dehors, faisant vibrer les fenêtres, comme si la cabane elle-même me poussait à me battre. La salle d'audience sentait le bois ciré, le marteau de la juge rythmait l'air comme un métronome. J'étais assise à la table des défendeurs, les mains moites, tandis que l'avocat de Chase me dépeignait comme fragile, inapte à gérer un bien de valeur. Mon avocate, issue d'un groupe de défense des peuples autochtones, me serra le bras, son stylo grattant rapidement ses notes. J'avais apporté le journal, son poids me rappelant pourquoi j'étais là. Quand ce fut mon tour, je me levai, la voix tremblante d'abord. Je racontai au tribunal la découverte de la pièce cachée, les mots de mon grand-père. J'ouvris le journal, les pages bruissant, et je lus. Notre âme ne réside ni dans la terre ni dans l'or, elle vit dans ce que nous transmettons. Ma voix gagna en force, remplissant la salle. Je parlais du centre culturel, du soutien des anciens, des enfants qui apprendraient leur langue. Chase fixait le sol, la mâchoire crispée. La juge, ses lunettes brillant sous la lumière, se pencha en avant. Quand elle rendit sa décision, son marteau claqua, sec. L'intention du défunt est claire. Mademoiselle Ulbrook a honoré cet héritage. Je relâchai un souffle que je retenais, la pièce se mit à tourner. Dehors, l'air était frais, le ciel immense. Je serrai le journal contre ma poitrine, sentant la force de mon grand-père, l'amour silencieux de ma mère. J'avais trouvé ma voie, et personne, ni Chase, ni le doute, ne pourrait me l'enlever. La cabane se transforma sous mes yeux, ses os brisés réparés par les mains de la communauté. Le centre culturel Ulbrook ouvrit par une claire journée de printemps, l'air rempli de rire et de la fumée de la sauge. Les bénévoles avaient refait le toit, ses bardeaux flambant neufs brillant au soleil, et les planches du sol, poncées lisses, ne grinçaient plus. À l'intérieur, Rose White dit renseignait le perlage, son aiguille cliquetant pendant que les enfants enfilaient des perles rouges et noires. Le cours de tambour de Thomas Red Oak remplissait l'air de son sourd, chaque battement résonnant comme un battement de cœur. Je me promenais parmi l'odeur puissante du cèdre, observant les anciens transmettre les histoires Lakota, leur voix tissant l'histoire dans le présent. Un petit garçon qui s'entraînait à dire « bonjour » en Lakota me sourit, sa langue trébuchant sur les syllabes. Je serrai le journal de mon grand-père, le cuir chaud entre mes mains, sentant la fierté silencieuse de maman, son cœur moitié Lakota enfin apaisé. Ce n'était plus une simple cabane, c'était un foyer pour notre langue, notre guérison, notre peuple. Je me tenais sur le porche, le vent désormais doux, regardant les montagnes. Pendant des années, j'avais été invisible. Mais ici, entouré de voix et de sens, je me voyais enfin clairement. Voici mon héritage, construit non pas avec de l'argent, mais avec de l'amour. Ellie se pointa un après-midi, son camion roulant dans l'allée du centre. Il s'appuya contre la porte, ses bottes frottant le gravier, et me sourit comme si rien n'avait changé. « Cet endroit est incroyable, Camille, dit-il d'une voix douce. Il laissa entendre qu'on pourrait repartir à zéro, ses yeux cherchant les miens. Je me rappelais ces mots, comment il voulait une femme qui se batte. Je regardais la cabane, ses fenêtres baignées de lumière, et je ne ressentis aucun désir de revenir en arrière. « Ellie, dis-je d'une voix calme et assurée, je ne me suis pas perdue, je me suis trouvée. C'est quelqu'un d'autre que tu voulais. » Son sourire s'effaça, mais il hocha la tête, le gravier crissant sous ses pas alors qu'il s'éloignait. Je regardais son camion disparaître, la poussière retomber. Le laisser partir, c'était comme ôter une vieille peau léger et définitif. Je me retournai vers le centre, le son des rires d'enfants s'en échappant, et je sus que j'étais exactement là où je devais être. La cérémonie du nom eut lieu au crépuscule, le ciel strié de rose. Un feu crépitait dans le cercle, ses étincelles s'élevant vers le ciel. Rose White Deer se leva, son châle bruissant, et m'appela à la rejoindre. Le battement du tambour résonnait, grave et régulier, pendant qu'elle disait « Tu es revenu parmi nous. » ** Wikipédia, celle qui revient à la maison. Le nom se posa sur moi comme une couverture chaude. Je fis face à la foule, les anciens, les enfants, Marlène et je parlais, la voix claire. Je croyais être invisible, mais en réalité, je ne m'étais jamais vraiment vue moi-même. Le feu sifflait, les étoiles brillaient au-dessus de nous. Je sentis la main de mon grand-père, le sourire de ma mère, me guidant vers la maison. Une petite fille Lakota s'approcha de moi au centre, ses petites mains serrant un dessin. Le papier se froissa quand elle me le tendit, un croquis de la cabane sous une lune brillante, ses fenêtres illuminées. Ma grand-mère dit qu'on peut venir ici pour se souvenir, dit-elle d'une voix douce mais assurée. Je m'agenouillai, l'herbe fraîche sous moi, et vis mon reflet dans ses yeux sombres.
Le centre bourdonnait derrière nous, des voix tissant des mots en lakota, des rires montant comme de la fumée. Je glissai le dessin dans ma poche, ses bords doux contre mes doigts. Cet endroit, autrefois brisé, portait désormais nos histoires, notre avenir. Je n'étais plus invisible. Ce soir-là, je m'assis près du feu, son crépitement remplissant le silence. J'ouvris le journal de mon grand-père, le cuir chaud, et lus la dernière page. Tu as trouvé la clé, pas celle de la porte, mais celle de toi-même. Les mots s'ancrèrent en moi, profondément, comme des racines. La lumière du feu dansait sur les murs de la cabane, désormais solide. Je vis le sourire de maman, sentis son cœur moitié lakota battre dans le mien. Je refermai le journal, ses pages murmurant en se fermant. Wekipi, celle qui revient à la maison. J'étais chez moi, portant l'héritage de mon grand-père, prête à ce que la prochaine fille trouve le sien.